Ravi de vous retrouver sur Arte pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, nous allons partir d'une image, et plus précisément en Chine, à Shanghai, pour les 100 ans de la République populaire de Chine. Entre défilés militaires, comme vous le voyez ici, valorisation du modèle chinois et la propagande, les 100 ans du régime marquent véritablement un triomphe sur le modèle capitaliste. Car aujourd'hui, la Chine devance toutes les puissances, comme l'Europe ou encore les États-Unis. D'autant plus que sa volonté d'étendre son modèle sur la scène internationale ne cesse de créer des tensions. En fait, la Chine a opéré un véritable tournant suite à l'épidémie du Covid-19 en 2020, rappelez-vous, et, année après année, a réussi à redorer son blason sur la scène internationale et a connu une influence et une croissance exponentielle. C'est l'acquisition d'un véritable soft power qui va permettre à la Chine de rattraper son retard derrière les États-Unis et de rapidement devancer cette puissance. De leur côté, les États-Unis ont réagi d'une manière totalement différente, pariant sur un isolationnisme proche du XIXe siècle. Les liens avec l'Europe se sont rapidement délités, cette dernière s'étant elle-même affirmée sur la scène internationale. Certains historiens parlent même aujourd'hui d'un nouvel ordre mondial fondé sur un ordre tripolaire. Alors, qu'en est-il? Sommes-nous réellement rentrés dans un nouvel ordre mondial? On va dès lors s'intéresser à un monde transformé, métamorphosé, qui est aujourd'hui bien différent de l'année 2020, mais d'abord, sortons les cartes. Commençons tout d'abord par un peu d'histoire. La crise sanitaire de l'année 2020 va en effet rebattre les cartes à l'échelle du monde. La pandémie a touché tous les continents sans distinction, comme nous le voyons ici. En rouge sont présentés les pays qui comptaient plus de 25 000 décès, en orange ceux qui comptaient entre 10 000 décès et 25 000 décès, et enfin en jaune les pays qui déploraient moins de 10 000 décès, selon les chiffres officiels fin 2020. Parmi les villes les plus touchées, on remarque bien évidemment New York, New Delhi, Brasilia et plus étonnamment Guayaquil en Équateur qui concentrait 80% des décès du pays. C'est véritablement la Chine qui va sortir vainqueur de cette pandémie, bien qu'elle fût accusée d'en être la conceptrice. En effet, avec sa diplomatie du masque, représentée par les flèches noires sur la carte, à son aide médicale internationale, mais surtout grâce à la découverte d'un vaccin un an seulement après l'apparition du virus, alors que les scientifiques occidentaux pariaient eux sur une durée de conception de 2 à 3 ans, la Chine va tirer son épingle du jeu et partir dans une conquête d'influence patente au fil des années. Fin 2027, la finalisation des nouvelles routes de la soie a connu un succès fulgurant, permettant à la Chine d'inonder le marché européen, mais aussi le marché africain. Au même moment, les entreprises chinoises délocalisent leurs unités de production dans des villes, comme Addis Abeba ou encore Mogadiscio en Somalie, des régions alors en proie à une instabilité politique de longue date et qui passaient rapidement sous contrôle chinois pour permettre une situation avantageuse pour ces entreprises. Enfin et surtout, le statut chinois prend un nouvel essor avec des accords de prêt pharaoniques auprès des pays pourtant insolvables d'après le FMI, qui risquent inexorablement le défaut de paiement. Le pays devient aussi un centre culturel et sportif grâce à l'achat de sportifs de renom et à un investissement colossal dans des infrastructures comme le plus grand stade de football du monde pour le fleuve de Guangzhou en 2023, mais surtout par sa victoire lors de la Coupe du monde de football en 2030. Enfin, en devenant l'acteur majoritaire de la mission internationale pour l'exploration de Mars, supplantant SpaceX ou encore la NASA, les Chinois sont les premiers à hisser le drapeau le 16 juillet 2035 sur la planète rouge. Puissance économique, militaire et maintenant culturelle, la Chine est devenue en moins de 30 ans le pôle dominant du XXIe siècle. Pour autant, d'autres pôles subsistent, et même concurrencent la Chine. Les États-Unis, qui ont conservé une puissance phénoménale sur tous les tableaux durant de nombreuses années, sont depuis 2020 en perte de vitesse. Pour faire face à une crise économique sans précédent à la suite du Covid-19, le pays va renforcer d'autant plus son isolationnisme à l'aide de mesures limitant l'immigration, favorisant les entreprises et les travailleurs nationaux, ou encore en rehaussant les barrières douanières sans distinction à partir de juillet 2020. La réélection de Donald Trump, fin 2020, va marquer un tournant important pour ce pays, qui va alors consacrer sa politique à l'unilatéralisme, ce qu'on appellera logiquement plus tard la doctrine Trump. Les présidents suivants, qu'ils soient républicains ou démocrates, approfondiront cette tendance de fond, basée sur l'isolationnisme et la défense des intérêts propres aux Américains, abandonnant totalement le message messianique qu'ils promouvaient depuis la fin de la guerre froide. La fin de l'ingérence américaine et les contentieux avec l'Europe provoquent au fur et à mesure une rupture des liens entre les deux continents, qu'ils soient politiques ou commerciaux. Les États-Unis restent ouverts sur le continent américain, mais à l'inverse, s'isolent de plus en plus dans les autres régions du monde. Enfin, sujette à une relégation de plus en plus marquée, mais aussi à des crises politiques internes, l'Union européenne a dû faire face à un mutisme patent sur la scène internationale. Mais la zone a su rapidement réagir,
se souder et même s'affirmer pour contrer l'expansion grandissante chinoise. Le 9 mai 2032, le traité de Dublin marque un tournant pour l'Europe qui décide de passer outre les divergences et de s'unir à l'aide de liens plus forts. Se rapprochant d'une Europe fédérale, ce traité implique un transfert de fonctions régaliennes, telle une police fédérale, commune à toute l'Europe, ou encore une armée commune, dont la participation des États est proportionnelle à leur poids économique au sein de l'Union. Cette mesure permet en outre à l'Europe de remplacer l'OTAN, que les Américains avaient suspendu après avoir critiqué le faible investissement des pays européens dans l'organisation. De plus, changement le plus important, les décisions se font maintenant par un gouvernement central, limitant nombre de blocages politiques. Ce gouvernement est certes aidé par des commissaires de chaque nation, mais possède une autorité supérieure aux gouvernements nationaux. Bien que grande surprise, ce traité a été signé même par les États au départ les plus hostiles, comme la France ou la Grèce, car seul moyen de disposer d'un véritable poids dans la gouvernance mondiale face aux deux géants. Par ailleurs, cette nouvelle organisation de l'Europe a permis l'intégration de pays les plus stables, jusqu'en Afrique du Nord. La Turquie, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, ayant fait de très grands progrès sur le point de vue démocratique, économique, des droits de l'homme, ont demandé d'intégrer la zone d'intégration régionale la plus aboutie, qui va alors se transformer en Union méditerranéenne. Ces adhésions sont vues comme bénéfiques pour les deux parties, car l'Afrique est aussi le continent émergent et stratégique. Ces pays sont en effet ceux qui détiennent le plus d'avantages comparatifs, avec une main-d'œuvre bon marché, une proximité géographique, une stabilité politique et des ressources stratégiques. Intégrer l'Europe est aussi pour eux une façon d'introduire un très grand marché. Et pour mieux comprendre la situation actuelle du monde, laissez-nous vous expliquer plus en détail à quoi ressemble la gouvernance mondiale, quels sont les équilibres géopolitiques ainsi que les différents rapports de force. Finalement, par quoi se définit une puissance en 2050 ? En ce milieu du XXIe siècle, nous sommes revenus à un ordre géopolitique qui se rapproche de l'équilibre des puissances entre trois pôles qui se compensent et se concurrencent. Vous le savez sans doute, si les USA étaient autrefois perçus comme seuls et uniques maîtres du monde pendant plus d'un siècle, ils ont aujourd'hui abandonné toute ambition de leadership sur la scène politique internationale. Ils ne sont plus les gendarmes du monde et se sont peu à peu isolés. Les organisations internationales où ils étaient très présents, comme l'ONU, le FMI, l'OMC ou encore l'OTAN, ont perdu leur influence et ont été gommés de la scène internationale. Leur espace vacant a été remplacé par trois pôles qui proposent des visions politiques différentes. Un premier pôle serait l'Amérique, totalement isolée et repliée sur sa sphère d'influence continentale. Les États-Unis se placent en leader de son continent, comme le veut la tradition. Ils imposent leur vision selon l'ancienne doctrine Monroe. Les États d'Amérique forment ainsi un conseil mené par les USA. À l'opposé de ce continent renfermé se place un nouveau pôle très expansionniste, le pôle sino-asiatique. La Chine, au contraire des États-Unis, a de plus en plus d'alliés, tels que l'Iran, la Russie, presque toute l'Afrique excepté le Maghreb, et les remplace dans une très large mesure, mais rivalise avec l'Europe. Ces deux continents révèlent un rapport de force important. La Chine exerce une politique très autoritaire et impérialiste. Son territoire est très étendu et comporte les espaces clés et stratégiques qui lui sont avantageux, tels que de nouveaux ports en Afrique et en Asie. On parle par exemple d'Ambotota au Sri Lanka ou de Gwadar au Pakistan, dont elle a contribué au financement, mais que les pays n'ont malheureusement pas pu rembourser et ont donc été attribués à la Chine. Face à ce colosse monumental, l'Europe résiste tout de même. En effet, si la Chine se pose en leader de la majorité du continent africain ainsi que celui d'Asie, son territoire est cependant trop vaste et son gouvernement trop autoritaire. Le manque de principes démocratiques en son sein effrite de plus en plus sa population. La Chine pourrait en effet bientôt faire face à une guerre civile. Les problèmes internes qui la menacent sont étrangement similaires à ceux que l'URSS a connus au temps de la guerre froide. C'est ainsi que l'Europe survit et combat son rival par des valeurs bien plus démocratiques et respectueuses. Elle a l'ambition de démontrer pacifiquement que son modèle est le plus viable et durable. Elle forme le dernier des trois pôles mondiaux. Terrorisée par l'expansion chinoise, elle essaie tant bien que mal d'y résister. Les États européens se sont unis et enfin mis d'accord pour ne plus former qu'une seule et même fédération où les nations ne forment plus que des États. L'espace Schengen s'est élargi et matérialisé par un mur suite aux nombreuses crises migratoires.
D'autre part, seule exception parmi le continent asiatique, l'Inde, qui reste un puissant allié de l'Europe. Nous pouvons donc désormais définir le terme de puissance comme une capacité à proposer un modèle viable et singulier qui s'exerce sur un espace d'influence. Mais la puissance économique n'est pas pour autant négligeable. Intéressons-nous maintenant à l'aspect économique des choses. Les IDE sont très localisés au sein de chaque pôle. Les échanges entre les trois pôles sont rares et limités. Les nombreuses relocalisations ont accéléré ce phénomène, notamment en Europe, qui s'appuie sur le Maghreb. Le continent européen se place désormais en pionnier énergétique et environnemental grâce à une industrie plus respectueuse et innovante. Il est le pôle technologique le plus attractif. La Chine le suit de près, en véritable leader de l'intelligence artificielle. Huawei est devenue la FTN la plus puissante d'Asie. Ainsi, si les FTN ont perdu de leur influence internationale, elles ont renforcé leur influence régionale tant les trois pôles visent l'indépendance. Les grandes multinationales sont les dernières traces de l'ancienne mondialisation. Les nouvelles zones aux avantages comparatifs sont situées en Afrique de l'Est, comme par exemple l'Éthiopie ou le Kenya pour la Chine, que l'Afrique a remplacé dans son rôle d'atelier du monde, tandis que l'Indonésie et la Malaisie, par exemple, ont monté en grade. De plus, les routes de la soie sont un échec pour la liaison avec l'Europe, mais ont renforcé l'intégration de l'Asie centrale au sein du pôle asiatique. Chaque zone d'influence utilise désormais sa propre monnaie. En Europe, c'est l'euro, en Asie, le yuan et en Amérique, le dollar. L'Europe en a profité pour renforcer sa monnaie et développer son marché, tirant son avantage de la fin du système spéculatif américain. Désormais, l'économie est directement liée au marché réel et à la vraie valeur des choses. La principale place financière européenne est Francfort, après le démantèlement de la City de Londres dû au Brexit. Les principaux indices et bourses asiatiques sont cotés à Taipei grâce à sa situation géographique idéale, alors que le rayonnement de Wall Street n'est plus figuré que par de vieux films datant de 2021. Les activités des zones côtières américaines ont aussi diminué, permettant aux zones enclavées du continent de tirer leur épingle du jeu grâce aux mines ou à l'agriculture. L'Amérique ne commerce plus avec l'étranger, ou du moins très peu, car elle est autosuffisante. Alors, à la suite de l'élévation de ses barrières douanières en vue de devenir totalement indépendante des autres et de soutenir son marché intérieur, les puissances voisines ont cessé de commercer avec elle, leur balance commerciale devenant déficitaire. Enfin, chaque pôle exerce son propre soft power par différents moyens, uniquement sur sa zone d'influence mais pas sur les autres. Chacun utilise son propre serveur Internet pour garantir le confort de ses citoyens, mais aussi pour les protéger face aux nombreuses cyberattaques menées par les autres pôles dans le but de les discréditer aux yeux de leurs citoyens. Dans le même temps, les langues se raréfient dans les aires d'influence, à raison d'une quinzaine en tout, mais l'anglais domine en Europe, l'espagnol en Amérique et le mandarin en Asie. Alors, les sociétés n'hésitent plus à s'exprimer directement, notamment au Moyen-Orient. La fin des régimes autoritaires assurés par les dynasties princières y a coïncidé avec la fin de la rente pétrolière dans ces pays, où les trois pôles tentent d'imposer leur influence. Sur le plan militaire, justement, la flotte américaine n'est plus qu'un fantôme. Les armes militaires du début du siècle, notamment les ogives nucléaires, ne sont plus dissuasives, au contraire de l'intelligence artificielle qui régit désormais les rapports de force géopolitiques et sociaux, en faisant même la menace principale dans le monde de 2050. Alors à quoi devons-nous nous attendre demain ? Et comment relever ces nouveaux défis pour l'humanité ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Aujourd'hui subsistent de nombreux enjeux environnementaux. On le rappelle toutes les semaines aux informations à cause des nombreuses inondations qui surviennent dans le monde. La montée des eaux pose véritablement un problème quant à l'avenir des littoraux mondiaux. Vous voyez en rouge sur cette carte les zones qui sont touchées par une inondation au moins une fois dans l'année, un phénomène qui touche particulièrement les pays nord-européens comme l'Allemagne et les Pays-Bas, et selon Greenpeace, 300 millions de personnes seraient dans ce cas dans le monde. On l'a vu récemment par la fermeture des visites terrestres de la fameuse Venise, qui se visite désormais uniquement par la mer pour tenter d'apercevoir les vestiges de la place Saint-Marc inondée par les eaux. Mais ce phénomène touche aussi d'autres villes, comme Rotterdam, et en menace des dizaines d'autres si la montée des eaux continue exponentiellement. C'est ce que montre ce graphique réalisé par des chercheurs de la NASA, qui montre les prochaines villes menacées par la submersion, comme Amsterdam ou encore Hambourg dans quelques siècles. Ce problème est intimement lié à un autre défi majeur du XXIe siècle, la surpopulation. Et oui, on l'a dit, la planète Terre, avec ses 9,5 milliards d'habitants, ne pourra pas accueillir indéfiniment de nouveaux individus qu'il faudra toujours nourrir et loger.
Alors comment faire face à ce manque de place? Peut-être que la solution se trouve sur une autre planète. Et oui, cet événement largement médiatisé marque un véritable tournant dans l'histoire de l'humanité, puisque le 20 juillet 2042 arrivait la première colonie humaine sur Mars, qui semble pour l'instant être dirigée par les Chinois, grâce à l'agence CNSA. Depuis, les allers-retours entre Mars et la Terre sont optimisés pour pouvoir construire une ville, et c'est aujourd'hui le cas puisque 500 000 personnes vivent désormais à Xinjiang, qui signifie littéralement en chinois « Nouveau Shanghai » et qui vient d'être inauguré ce 1er octobre 2049 pour les 100 ans de la République chinoise. Cependant, les coûts faramineux ne permettent pas encore de résoudre le problème de place dû à la surpopulation de la Terre. En effet, ce phénomène est de plus en plus intense, notamment à cause des nombreuses sécheresses et autres catastrophes naturelles qui continuent de se multiplier. Et aujourd'hui, 250 millions de réfugiés climatiques cherchent une terre d'accueil dans le monde, alors qu'il n'était que 30 millions en 2020, ce qui rend par conséquent les densités de logement toujours plus importantes. L'Antarctique est alors apparu comme une solution. En effet, après de nombreuses années de recherche et de travail acharné pour préserver la banquise de la fonte des glaces, les scientifiques élaborent désormais l'idée de rendre ce continent habitable. De plus, son statut particulier décidé lors du traité sur l'Antarctique en 1959 puis 1991 est remis en question, et la possession de ce territoire devient un nouvel enjeu pour les puissances en raison de la richesse de ressources minérales. Évidemment, l'immeuble est toujours un atout dans cette quête de territoire, mais de nouveaux systèmes existent et se démocratisent comme la Food House, cette fameuse maison munie d'un potager sur son toit, qui permet une certaine autosuffisance alimentaire pour les citoyens et permet donc la construction de nouveaux logements dans les anciens champs. Un système qui fait déjà ses preuves et qui va même être incité par des subventions de la part du gouvernement euro-méditerranéen. Un autre défi majeur du XXIe siècle consiste à remplacer le pétrole, la source d'énergie jusqu'alors la plus utilisée dans le monde. En effet, l'on a vu que l'exploitation de pétrole, qui représentait l'un des piliers de l'économie industrielle contemporaine, a été épuisée. C'est alors un impératif pour l'ensemble de l'humanité de trouver une alternative pour ne pas que l'industrie et le monde entier se retrouvent à l'arrêt et bloqués. Cet événement pourrait représenter une rupture totale avec le monde d'avant et dans notre manière de consommer. De plus, l'arme nucléaire s'est avérée au fil du temps sans intérêt et les pays cherchent désormais à posséder de nouvelles armes pour afficher leur puissance comme les armes biologiques offensives. Elles sont aujourd'hui plus dangereuses avec l'utilisation de nouveaux germes pathogènes plus résistants et virulents. Si les conséquences destructrices sont difficilement prévisibles, on sait que les dégâts psychologiques et sociaux seront considérables. De plus que la Convention de 1972 sur l'interdiction de développement, de production et de stockage des armes biologiques déjà peu efficaces n'est désormais plus à jour. Les progrès scientifiques ont désormais rétréci le temps, qui devient un enjeu primordial pour l'avenir de l'humanité. Surmonter une crise liée à des attaques bioterroristes reste un problème majeur de gestion de l'information. La plus grande menace mondiale aujourd'hui sont donc les virus, comme l'a montré la pandémie du Covid-19. On peut s'attendre dans les prochaines années à des guerres d'un nouveau genre, des guerres de germes et de virus imprévisibles et dévastatrices. Surtout que nous savons que la Russie est en mesure de produire suffisamment de germes pour éradiquer l'espèce humaine. Le dernier défi que nous pouvons évoquer est le transhumanisme. En effet, depuis peu, les hommes peuvent améliorer de façon radicale leurs capacités. Cela représente un enjeu sociétal et pose de nombreuses questions quant à son usage dans la société. En effet, cela creuse un fossé entre ceux qui font usage de ces nouvelles technologies et ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas le faire, faute de moyens, amplifiant ainsi les inégalités socio-économiques existantes et créant une différence d'ordre structurel entre le corps des riches et le corps des pauvres. Au niveau des enjeux sociaux et politiques, certains accusent le transhumanisme de refléter une idéologie néolibérale radicalement individualiste, centrée sur la maximisation de la productivité et de la performance et sur les solutions technologiques aux problèmes humains au détriment de tout projet politique. En dépit de comporter certains avantages comme permettre aux personnes naturellement moins douées de se rapprocher des plus chanceux, de telles interventions comportent également des dangers et des risques. S'il est possible de manipuler le cerveau, il est aussi possible de manipuler les souvenirs en les filtrant ou de supprimer des traits de la personnalité, et donc de faire une sélection et de façonner à notre manière notre cerveau. Mais alors qu'en est-il de la diversité génétique et aléatoire ? L'homme, transformé par la technologie, reste-t-il humain ? Qu'est-ce qui définit réellement notre humanité ? De plus que ces interventions ne comportent pas de retour en arrière et sont définitives. Enfin, si notre corps post-humain est connecté et branché sur Internet, les gouvernements peuvent alors exercer une surveillance officielle ou officieuse des pensées de ces post-humains. Verra-t-on apparaître des opposants acharnés au transhumanisme ou des groupes de transhumanistes intégristes qui rejetteront les simples humains ? Cela
Pourra-t-il déboucher sur une guerre civile à l'échelle planétaire? Tout cela est en lien avec l'intelligence artificielle et les robots qui deviennent également un nouvel enjeu et effraient la population. Et pour cause, les robots dépassent les humains au niveau de leurs capacités, mais vont-ils totalement les remplacer? Une planète de robots va-t-elle voir le jour? Peut-on réellement faire confiance aux humains, aux robots? Leur nombre dans la population devrait-il être limité pour favoriser tout de même les hommes? Pour conclure, comme nous l'avons vu précédemment, le monde d'aujourd'hui se base sur un ordre tripolaire, entre les États-Unis, la Chine et l'Europe. Toutefois, cet équilibre présente de nombreuses fragilités. En effet, les tensions ne cessent de s'accroître entre les trois pôles, dues par exemple à l'expansionnisme chinois tout près des portes de l'Europe, ou encore à des multiples tensions internes de l'Union méditerranéenne, et enfin à l'ouverture progressive du marché américain, pourtant basé sur l'isolationnisme depuis 2020. C'est donc dans un monde en mutation continue que de nouveaux enjeux apparaissent, comme nous venons de le montrer auparavant. Cependant, on peut toujours remarquer que les enjeux du début du XXIe siècle ne sont tous pas résolus, comme le réchauffement climatique, avec des effets toujours aussi dévastateurs. D'ailleurs, l'ONG Greenpeace propose de réparer la couche d'ozone actuelle, partiellement détruite, et qui pourrait ainsi lui donner son processus d'absorption indispensable à la vie sur Terre et à créer un futur viable pour l'espèce humaine. Mais entre des perspectives d'avenir encore floues et un équilibre mondial chancelant, le XXIe siècle sera-t-il un tournant pour l'humanité? Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Nous nous retrouvons même endroit, même heure la semaine prochaine, mais d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. Bonne soirée à vous!